Action! Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, ambiance montagne et soleil. On se prend pour des as de la glisse avec Kev Adams et Vincent Elbaz. Moi j'aime bien, ouais, aller dans l'extrême, mais pas trop quoi. Une sorte de piste bleue de l'extrême. On passe notre deuxième étoile avec Lucien Jean-Baptiste. On va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super! Et on se réchauffe le cœur et l'esprit en compagnie de la douce Anna Girardot. Il est habitué à côtoyer les sommets du succès, mais pas forcément à 5500 mètres d'altitude. Kev Adams s'est mué en snowboarder téméraire pour les beaux yeux de celui qui a mis en scène ses spectacles dès ses débuts, Serge Hazanavicius. Dans Tout là-haut, une comédie dramatique aux images spectaculaires, il incarne un jeune homme qui rêve de rider l'une des faces de l'Everest et entraîne dans son sillage un ancien champion de ski incarné par Vincent Elbaz. Je suis avec Pierrick Lefranc, les amis. Dis piou-piou. Piou-piou parce que tous les grands riders ont des surnoms. Tu veux devenir une star, gagner du fric? Fais animateur télé. Tu me rappelles quelqu'un? Je suis pas si con. Un tournage en conditions extrêmes du Mont Blanc au Népal qui a soudé les deux comédiens. Il faut dire que se retrouver près du toit du monde, ça rapproche. Il y a une belle complicité entre vous à l'écran. Je voudrais savoir ce qui vous rassemble et ce qui vous sépare, à part vos 20 ans d'écart. Oui, c'est pas mal. Je me souviens dans l'avion pour aller en Inde, c'est un peu raconter nos vies et nos expériences. Et on s'est regardé en se disant, merde, en fait, on partage pas mal de choses. Mais c'est très intime. Je ne peux pas répondre, parce que c'est des histoires d'enfance et tout ça. Mais on s'est rendu compte que malgré l'écart générationnel et le parcours artistique différent, et finalement, c'est pas par hasard si on s'entendait bien. C'est comme les fréquences sur les talkie-walkie. On est sur la même fréquence. Quoi. Ouais, c'est ça. Bah, vous partez? Hornbein, hein? Bah ouais, c'est la plus belle. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non? Bah si, c'est parce que c'est super dur. Mais c'est le jeu quand on fait des premières, non? Mais on s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. On descend une pente parce qu'elle est en condition, parce qu'elle est là, qu'elle est belle, qu'elle te le demande. Elle t'appelle et elle te le demande. Comment on devient un rider? Parce qu'en regardant le film, moi qui suis une grande fan de Point Break, je me suis souvenue du côté mystique. C'est vrai que c'est assez comparable avec Point Break dans le sens où ils ont un rapport assez spirituel à la mer, à l'océan. Et là, c'est un peu le même rapport à la montagne. C'est-à-dire que ils sont assez conscients du fait qu'il y a beaucoup de risques. Malheureusement, c'est souvent à leurs dépens qu'ils en sont conscients. C'est-à-dire que souvent, ils ont perdu des proches. Donc, ils savent où ils mettent les pieds. Et en même temps, ils ont cette attirance presque palpable. Un truc très, très, très fort où ils ont besoin d'y aller, quoi. C'est là-bas qu'ils se sentent vivants. Vous êtes adepte l'un ou l'autre et l'autre des sensations extrêmes? Non, moi, pas du tout, en fait. Moi, mes sensations extrêmes, c'est mes sensations de jeu, en fait. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher plus que la vie, je sais pas. Moi, j'aime bien, ouais, aller dans l'extrême, mais pas trop, quoi. Une sorte de piste bleue de l'extrême. Scott, Excuse-moi, je regardais la pente. non, tu regardais pas la pente, tu regardais le vide. C'est pas pareil. On se retrouve sur une crête à... C'est pas très haut, enfin, c'est genre 3500 mètres d'altitude. Les spatules dans le vide. Et avant moteur, ils nous lâchent. Et ils nous disent bouge pas, surtout, ça sert à rien de bouger, parce qu'effectivement, il vaut mieux pas. Et on doit faire une scène et on est tendus tous les deux du cul, comme ça, en faisant le dialogue, parce qu'il y a quand même le vertige. Et d'un coup, je me dis, mais ils sont barges, les mecs. On était hyper figés. Ah ouais, ah là, cette piste, on va bien se la faire. Ah ok, oui, tu vas voir. Qui a pas fait le malin en altitude? Moi. Vincent. Moi, ils m'ont mis 2-3 fois de l'oxygène, et lui, je le voyais gambader. Et c'est drôle, parce qu'on a passé des tests à Chamonix, des tests en haute altitude, donc ils reproduisent les effets du manque d'oxygène, etc. Donc en fait, ils nous demandent de respirer dans un masque, et puis ils réduisent l'oxygène petit à petit. Puis je cours, tout ça. Puis à un moment donné, il me dit, ah ouais. Il me dit, t'as une super capacité d'adaptation, ça se passe très bien. Du coup, je sors de la salle et je dis, oh putain, mortel! J'ai réussi, j'ai eu tout bon à mon test et tout. Je me dis, ouais, bon, ok, d'accord. Moi, j'y vais, je fais le même test que lui, et là, le médecin me dit, waouh, votre organisme, il réagit au manque d'oxygène d'une manière très, très forte. C'est étonnant. C'est rare, hein. Et donc, je ressors et je me dis, bah, j'ai eu tout bon, moi aussi, à mon test. C'est arrivé à 5500 mètres en Inde.
Et là, j'ai compris qu'en fait, lui, il avait eu tout bon. Et moi, j'avais tout pas bon, parce que j'ai souffert en altitude. Qui s'est fait mal? J'insistais absolument pour faire une scène sur le snowboard. Tout le monde me l'a déconseillé. Tout le monde m'a dit ça ne sert absolument à rien. Tu as une doublure pour ça. Moi, je voulais absolument faire une scène en snowboard moi-même. Et donc, ils m'ont dit, bah vas-y, fais-le. Alors, à 3, 2, 1, action. Et je suis parti et bam, je suis rentré dans le chef-op direct, quoi. J'ai plus fait de scène de snowboard après. Alors, qui a pleuré? On a tous les deux pleuré. Ouais. On a tous les deux pleuré après un milkshake banane ingurgité en Inde. Où on s'est regardé et je pense qu'on a pleuré tous les deux. J'ai rien à rajouter à part que c'était un milkshake vanille, mais sinon. C'était un milkshake vanille, pardon. Ouais, Mais c'est vrai. sinon, ouais, c'était Ouais. extrêmement. On a pleuré et on s'est dit que le cinéma, finalement, est-ce que ça valait le coup? Voilà. Ouais, À ce c'était. point-là. Alors, pour finir, ça serait quoi votre propre Everest à gravir? Bah, c'est un peu ce métier, je crois. Hein. C'est le fait de faire des films, d'arriver à raconter des histoires qui nous touchent, d'incarner des personnages différents. C'est un petit Everest à chaque fois, je crois, quand même. Vous travaillez sur des monuments, des textes, des grands textes, j'imagine, ou alors la recherche du chef-d'œuvre, du grand script. Il y a un côté un peu Everest derrière ça. « 2017 a été son année. Anna Girardot a promené sa grâce chez Cédric Clapiche, face à Omar Sy dans Knock. Et cette semaine, dans Soleil battant, un drame familial autour de la perte d'un enfant où elle est aussi bouleversante que lumineuse. J'étais tellement contente quand vous êtes nés. Un cadeau du ciel. J'avais tellement espéré. De quoi donner envie d'en savoir plus sur cette actrice et styliste bohème de 29 ans, accessoirement fille d'Hippolyte Girardot et Isabelle Otero, partie dès sa majorité étudier le théâtre à New York. On est dans une exposition qui réunit deux très grands photographes, le brésilien Sebastião Salgado et le français Marc Ribou. Et cette exposition commune, elle s'appelle Femmes du Monde et je trouvais que ça vous allait bien. J'aime bien. C'est toujours intéressant de voir le regard d'un homme sur des femmes. On a l'impression qu'il met vraiment en avant le courage, cette espèce de beauté volontaire des femmes dans les différents pays. Vous êtes actrice, mais vous avez fait du mannequinat, vous êtes styliste aussi. Est-ce que c'est propre à votre génération? Parce que c'est pas très français. J'ai fait mes écoles de théâtre à New York. Il y a quelque chose comme ça dans la culture new-yorkaise, en tout cas, qui donne envie de faire beaucoup de choses, en fait, d'aller là où on a envie d'aller, de suivre ses goûts, sans s'empêcher d'être ou de faire quoi que ce soit. Vous avez eu une coach qui a une sacrée réputation, qui s'appelle Sheila Gray. J'ai vu qu'elle a formé, notamment, elle a travaillé avec Winona Ryder, avec Taylor Kitsch, avec Rachel McAdams. C'est quoi la meilleure leçon qu'elle vous ait apprise? Il y a quelque chose qu'elle a fait pour moi qui a changé complètement le cours de ma vie. C'est que, à un moment donné, ces cours, c'est de l'argent, c'était dur. Tout en anglais, comme ça, il y a un moment donné où ça m'a pesé. Et donc, petite, dès que j'en avais un peu marre, dès que c'était un peu compliqué, en fait, j'avais le droit, ouais. Et mes parents me disaient, oui, bon, bah, arrête. Et elle, justement, au moment où ce mécanisme s'est mis en marche, elle m'a dit, c'est trop cher? Très bien. Et ben alors, tu paieras plus tes cours, tu deviendras mon assistante, et tu seras là à tous les cours. Et c'est une leçon que j'ai toujours en moi, c'est-à-dire que maintenant, je n'abandonne plus, je vais au bout du mouvement, je vais au bout de ce que j'ai envie de faire. Alors, vous me parliez tout à l'heure de vos parents, et je voudrais alors rétablir une vérité, parce que j'ai lu des choses très contradictoires. J'ai lu que vous vouliez à tout prix être actrice, mais que vos parents vous poussaient à pas le faire. Et j'ai lu aussi que vous ne vouliez pas du tout, et puis que ça vous a rattrapé. La vérité, c'est que mon père, il m'a dit, mais comédienne, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, il avait envie aussi que je fasse des grandes études, comme s'il n'avait pas vu mes bulletins scolaires depuis longtemps. Et puis ensuite, je me souviens qu'il est venu en secret à la première projection de Simon Werner a disparu à Cannes en 2010. Il était caché et donc à la fin de la projo, qui était déjà assez émouvante, il est venu me voir. Il est venu me voir et m'a dit bon, c'est bon, vas-y, tu peux le faire.
C'est quoi, à votre avis, votre force d'actrice? L'important, c'est de toucher le public. Moi, je me dis toujours qu'il faut qu'on aille toucher des gens. Et pourquoi alors on va les toucher? Qu'est-ce que ce personnage, à qui il va toucher? Pourquoi il va le toucher? Doucement sur la balançoire. Hein. Tu penses que je surveille mal? J'ai pas dit ça. Maman, elle a l'air triste. Ça te ferait du bien de lâcher un peu tes filles. Toi, ça te ferait du bien de fermer un peu ta gueule. Je veux que tu sois gentil avec ma sœur. Tu nous forces à remuer la merde en revenant ici. Et la faiblesse, alors? C'est que j'ai encore parfois peur de me taper la honte. Et ça, c'est vraiment un gros défaut d'actrice. Il faudrait oser me taper un peu la honte parfois sur un plateau. Parce que c'est comme ça qu'on en ressort des choses intéressantes. Anna, pour terminer, j'aimerais bien que vous choisissiez une des photos que vous avez vues. Que vous me disiez tout simplement pourquoi elle vous touche, pourquoi. J'aime énormément celle-là, en fait. Parce que elle a ce regard comme ça, elle prend beaucoup de plaisir à regarder. Un peu comme au cinéma, finalement, quand on est ému et qu'on est touché. Donc, elle est très belle. Merci. C'est encore nous. Entrez. Les grands, vous auriez pu m'aider maintenant, on va rater le cours de ski. Le ski, c'est pour les mauviettes. En 2007, Lucien Jean-Baptiste, acteur, réalisateur et scénariste de La Première Étoile, signait l'un des cartons de l'année avec 1 700 000 spectateurs. C'est pas parce qu'ils ont gagné 3 fois d'affilée que ça va m'intimider. Hein. On gagne quoi à ce truc? Il y a de la thune. Ludo, on gagne à faire un truc ensemble, en famille. Dès que le son est bon, on peut tourner. Yeah, man. 10 ans plus tard, toute la famille repart à la montagne. Et Lucien Jean-Baptiste retrouve ainsi son rôle de père de famille dépassé par les événements. Tu penses qu'il va nous trouver ici, le Père Noël? Tu crois encore au Père Noël, petit? Mais enfin, papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr qu'on croit au Père Noël. Oui, moi aussi, je crois au Père Noël. Jamais simple de réussir une suite attendue. J'étais pas du tout dans le concept, ouais, je vais faire une suite, machin, ouais, le premier, il a cartonné, ouais, on fait le 2. Non, pas du tout. Ce qui nous a inspiré à un questionnaire à la Poulidor sur les numéros 2. Ah, mince, oh, je l'ai, le parrain. Le parrain 2, très bien. Ouais, le parrain 2. Oh, je l'ai kiffé. Parce que là, tu veux. Oh, voilà, ça c'était bon, ça. Ouais. Oh, Very Bad Trip. J'étais déçu parce que c'est ça le problème avec les suites. T'as tellement kiffé le 1, tu te mets dans le 2, puis allez, vas-y. Allez. Oh putain, c'est fini. Bah, on s'est bien fait niquer. Hein. Voilà, c'est chiant les suites quand c'est comme ça. Mon deuxième film préféré de tous les temps. Alors attends, le premier, c'est celui-ci. Donc le deuxième, allez, j'en ai tellement de films. Non mais c'est fou comme question. Le Pigeon. Ouais, moi c'est le cinéma italien, la comédie italienne. Il y a que, voilà. Je vais dire Gérard Depardieu, parce que tu vois, il y en a marre de citer. Les mecs, ils se parlent toujours des ricains. Mais qu'est-ce que tu parles des ricains qui ne font jamais travailler? France, Gérard Depardieu. Katsumi. Quoi? C'est un genre cinématographique qui fait créer les emplois. Ouais, Isabelle Adjani dans L'été meurtrier, Isabelle Adjani. Ouais, voilà, c'est impressionnant. Enfin, nous lui avons demandé de noter sa propre filmographie, en commençant évidemment par son deuxième meilleur film. Dieu merci. C'est celui où la question noire n'est absolument pas au centre du film. Et c'est le plus personnel. Et c'est le plus personnel, c'est là où je dis tout. Et le premier? Le premier, ouais. Alors le premier, c'est il a déjà tes yeux, parce que quel tournage, quel film, voilà, super. Après, il a déjà tes yeux, je peux mourir, voilà. Moi, les films, c'est vraiment comme des mômes, hein. Ils sont pas parfaits, ils sont pas trucs, mais c'est ton môme, tu le kiffes. Tu vois, les gens disent, oh, votre fils, il a, ouais, je sais. Allez, viens, on rentre à la maison. Allez, hein, t'es puni, machin. Tu viens manger après, hein, mon chéri, je t'aime. Et voilà, c'est mon film. Après, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, hein. C'est comme... Non, vraiment, hein, il y a vraiment un côté, un truc filial, hein. Faire des films, hein, Non, le film, c'est mes enfants, hein. Alors, s'ils sont moches, tant pis, mais moi, c'est mes mômes, hein. Tu rigoles ou quoi? Voilà, bon, c'est cool. Story Movies, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on sort de notre hôte, le toujours troublant Gary Oldman. On vous offre le plus beau duo de cette fin d'année, Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet.
Et on partage nos coups de cœur pour des films à ne surtout pas manquer pendant les fêtes. Salut!